Bonsoir à tous, bienvenue dans les actualités animées de ce 17 juillet 2023. Cette semaine, on va traiter les dernières actualités qui sont venues dans plein de domaines différents. Il y a beaucoup de choses beaucoup de ressources pour l'inclusivité dans les entreprises qui sont très très bien, dont j'avais très envie de vous parler. J'ai enfin lu les dossiers que je devais lire. Et surtout, ça va être le dernier actu animé de l'été, donc je vais vous parler d'à peu près toutes les dernières grosses sorties, et puis après je prends une bonne pause estivale bien méritée, et aussi parce qu'il ne se passe plus rien d'anime en été. Rappelez-vous de ça. Bref, les actualités animées, c'est parti. Première chose dont je voulais parler, il y a eu des attaques DDoS sur le site AO3. AO3, vous connaissez sûrement pas, parce que c'est un truc qui est pas très très connu en France, mais c'est un espèce de musée de la culture internet, et vous savez, la culture internet, c'est mon dada. AO3, ça veut dire Archive of Our Own, vous savez, j'arrivais même pas à le prononcer, et c'est une archive qui est à nous, et en gros, c'est le plus gros site de fanfiction, de médias de fans et de médias dérivatifs, c'est-à-dire des nouvelles créations qui se basent sur des créations préexistantes, donc notamment la fanfiction, le fan art, de la musique de fans, ce genre de choses. Et c'est vraiment un endroit des fans pour les fans, pour continuer à cultiver et développer des univers qu'ils aiment. Et voilà, c'est un truc qui existe depuis une bonne dizaine d'années, voire un peu plus. Et c'est un espèce de refuge pour tous les écrivains et écrivaines débutants du web qui adorent telle série et qui veulent continuer à écrire des histoires dessus. Euh, c'est une très belle plateforme, notamment ça imaginer plein de séries adolescentes ou même des séries assez vieilles, genre je vous ai pas trop parlé de fanfiction ici, j'aimerais beaucoup en parler mieux l'année prochaine, parce que actuellement la fanfiction et le fanart et le fandom, c'est les domaines où énormément d'artistes, notamment du visuel et de l'image, commencent, puisqu'ils continuent à créer, et puis fondamentalement c'est un truc on a tous commencé à dessiner ou à créer en imitant les choses qu'on aime bien, et en fait AO3 c'est un endroit qui permet de faire tout ça, et aussi de quelque chose qui est extrêmement bien, c'est de développer des histoires dans un univers qu'on aime et en fait finir d'écrire les histoires des séries qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout pour des raisons X ou Y. Et donc ça aussi était un grand terrain d'expérimentation de toutes sortes de choses scénaristiques et de développement de personnages. AO3 du coup a eu des nombreuses attaques DDoS, donc c'est des attaques pour faire tomber le site et le rendre indisponible pendant un certain moment. Et voilà, ça a été clairement une attaque pour faire tomber une partie du site parce que le fait que, notamment le site héberge énormément d'histoires queer, énormément d'histoires de personnes minorisées et de réinterprétation d'œuvres de fans, enfin de réinterprétation d'œuvres fait chier les gens. Et donc malheureusement le site subit beaucoup des attaques comme ça. Et c'est notamment un site qui a été beaucoup décrié pendant des années parce que ça faisait très plaisir à des gens de cracher sur la création d'enfants et d'ados qui avaient besoin de s'exprimer. Donc voilà, mais franchement AO3 ça a une petite place dans mon cœur. Et ça m'a fait un peu peur. Heureusement, le site est de retour en place, donc on peut se féliciter de ça. J'avais quand même aussi envie d'en parler parce que, bon, je ne sais pas si c'est l'actualité, mais moi je suis quelqu'un qui traîne sur Internet depuis très longtemps et qui traînait sur beaucoup de forums, sur beaucoup de médias, beaucoup d'endroits de discussion de fans. Et j'étais très triste dans les années 2015 quand les forums sont morts pour passer aux réseaux sociaux, parce que pour moi les réseaux sociaux sont quelque chose de très impersonnel et de très développement et plus dans le star system que dans l'idée de créer des communautés, donc c'est quelque chose que j'aime un peu moins. Et actuellement il y a vraiment un gros mouvement rétrograde sur plein de plateformes de réseaux sociaux comme Twitter, comme Tumblr, comme Reddit qui font que la liberté d'expression est quand même en train de se faire éclater sur ces plateformes-là. Et on est en train de remarginaliser des gens qui avaient enfin trouvé un endroit pour s'exprimer. Donc voilà, moi ça m'inquiète un peu, et bref. L'autre gros dossier dont je voulais vraiment vous parler, et je l'avais évoqué la semaine dernière et j'ai enfin eu le temps de tout lire, c'est le dossier des intervalles sur la transidentité dans l'animation mondiale. Les intervalles étaient un peu déçus de ne pas pouvoir le sortir pendant le mois des fiertés, c'est sorti genre le 1er juillet. Ça s'intéresse plutôt à la question des séries, ce qui est intéressant, parce que généralement les séries sont les endroits où il y a des castes les plus grands, c'est-à-dire beaucoup de personnages, et donc même si les personnages trans ne sont pas les protagonistes, ça leur laisse quand même une place pour exister. Mais même là-dedans, il faut avouer que la représentation est très limitée. Je vais vous mettre les chiffres juste après.
Du coup, je voulais revenir rapidement sur les éléments principaux. Évidemment, sur le fait qu'il y a une absence très très généralisée des représentations trans dans l'animation, sachant que sous le terme trans, on prend beaucoup d'identités différentes qui sont les identités non-binaires, les identités agenres, les identités gender fluid et les identités intersexes. Donc c'est quand même des profils qui sont assez différents, même si pour le grand public non intéressé par ces questions, ces distinctions sont floues. Pour nous, c'est quand même important de les avoir et d'avoir des chiffres qui existent et d'avoir des personnages qui nous ressemblent et qui explorent d'autres parcours de vie. Et c'est très important justement pour les personnes dont c'est l'identité d'avoir des représentations positives. L'étude ne revient pas vraiment si les personnages sont traités de manière positive. Le problème qu'on a en animation, c'est que les personnages queer et les personnages trans, comme c'est le cas ici, ne sont pas explicitement dits comme trans. Ce que ça veut dire, c'est que par exemple, vous avez un film comme Spider-Man Across the Spider-Verse qui vous met le personnage de Gwen Stacy, qui a des drapeaux trans dans sa chambre, son père a un petit pins Protect Trans Kids sur son épaulette de policier, mais à aucun moment dans le film 1 ou dans le film 2 n'est dit de manière absolue et incontestable que Gwen est un personnage trans. Évidemment, sur internet, comme c'était dans le trailer et sur tous les sites de fanfiction, vous pouvez être sûr que les communautés trans se sont réappropriées le personnage de Gwen Stacy. Le film ou les personnes qui ont produit le film ont choisi que ce ne soit pas explicite. Alors ça c'est la question, est-ce que vous considérez que Gwen Stacy est une femme trans? Comme le film ne statue pas sur la question, on ne peut pas l'ajouter à l'étude en tout cas. Et en fait, c'est quelque chose qui existe vraiment, vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de personnages qui sont considérés comme queer ou réappropriés comme queer. C'est dans les espaces de fans et dans les espaces de recréation qu'on réussit à donner une existence et une vie à ces personnages et une intériorité aussi, parce que c'est souvent malheureusement des personnages secondaires plutôt que des personnages principaux. L'étude fait ensuite une légère exploration des trois pôles de l'animation. Comme je vous l'ai dit, à chaque fois on retombe sur Japon, USA, France. Alors, de manière assez intéressante, le Japon est un des endroits où il y a le plus de représentation depuis de très nombreuses années. En fait, les identités trans au Japon, elles sont montrées de manière très différente. L'étude donnait par exemple l'exemple du personnage, un des personnages principaux dans Tokyo Godfather de Satoshi Kon. Comme les codes sociaux et comme les représentations ne sont pas les mêmes au Japon, il y a depuis de nombreuses années, dès les années 90, en fait, des personnages trans ou plutôt des personnages non binaires qui existent, car notamment dans le langage, on n'est pas obligé de genrer un personnage dans le langage japonais, par exemple. Si vous avez lu comme moi, quand vous étiez ado et emo Soul Eater, vous avez le personnage de Krona, et on ne sait pas si elle est d'un genre particulier, si elle est un genre. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est comme c'est un pays étranger et qu'on fait des traductions, et bah les personnages qui sont d'une certaine identité de genre dans un autre pays, parfois se retrouvent associés à une nouvelle identité de genre en France, ce qui est assez compliqué. Notamment parce que les choses pour qualifier un personnage de trans, généralement c'est les pronoms que Yel utilise, son apparence physique et son comportement, qui sont généralement là où s'opère quelque chose qui s'appelle le queer coding, c'est mettre des petits codes visuels ou des codes sociaux qui vont faire comprendre aux personnes queer qu'il s'agit d'un personnage queer ou d'une certaine orientation ou identité de genre, mais pas forcément, et généralement l'actrice qui joue aussi le personnage peut aider à définir s'il s'agit d'un personnage trans ou queer. Par exemple, il y avait le personnage de Inuo dans Inuo qui est joué par un ou une actrice queer, un ou une actrice non binaire, mais dans le film c'est pas quelque chose qui est développé, mais quelques personnes ont eu forcément cette lecture sur le personnage. Et justement, du coup, je voulais venir sur ce dernier point de la partie interprétative, c'est que généralement, les entreprises, elles font ce boulot de queer codé, et parfois quand c'est nié posteriori, on parle de queer baiting, donc vendre un personnage comme queer et finalement lui retirer son identité queer plus tard, parce que ça emmerde des gens conservateurs, quoi, principalement. De manière intéressante, quand on s'intéresse plus aux USA, on a eu depuis assez longtemps aussi des représentations trans. Alors c'est intéressant puisqu'il y a eu un gros changement au tournant des années 2010 avec la série Steven Universe de Rebecca Sugar, qui, ce n'est pas une surprise, est une personne non binaire et a intégré ça autant qu'elle a pu dans ses créations. Et depuis cette période-là, il y a un marketing assez poussé, notamment de certaines entreprises comme Disney et Disney+, et un tout petit peu, il me semble, Cartoon Network aussi, de plus intégrer des personnages trans dans leurs histoires. Et de manière assez intéressante, il y a dans des séries long cours, comme par exemple Les Simpsons, ou je crois que ça avait été le cas aussi dans South Park pour certains personnages,
de, a posteriori, requalifier des personnages comme étant queer ou requalifier des personnages comme étant trans, ce qui est quelque chose que peut se permettre une série au long terme. Après, c'est fait de manière réussie ou ratée, on ne revient pas là-dessus, mais c'est quelque chose qui est intéressant. Alors, j'aurais envie de jeter des fleurs aux États-Unis, de leur dire trop bien, vous mettez plein de personnages trans partout, c'est trop cool. Aux États-Unis, on sent qu'il y a aussi une proportion à vouloir toucher une nouvelle démographie qui n'est pas non intéressée dans l'entreprise. L'étude finit par la France, et en disant que c'est très simple, en France, il y a 3 personnages qui sont canoniquement, c'est-à-dire intégrés dans l'œuvre, qui sont Christine Jorgensen dans Les Culottés, La Petite Mort dans le dessin animé La Petite Mort, et Evelyn de Pipoudou et The Perfect Friends de Moby Pills. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce que ça nous dit, c'est que soit vous êtes un personnage historique dont on ne peut pas nier l'identité de genre, et à ce moment-là, on intègre à votre histoire, soit souvent, notamment la non-binarité, est associée à des personnages qui sont plutôt à genre. Par exemple, la précédente étude des intervalles vous disait le seul long métrage d'animation avec des personnages non binaires, c'est Minuscule, car dans Minuscule, les personnages sont des coccinelles et que les coccinelles ne parlent pas, et donc c'est impossible de déterminer leur genre. Bon, ça se pose là en termes de représentation positive des coccinelles dans Minuscule, mais bref. Voilà, l'étude explore ça de manière plus longue, et je trouve que de manière assez intéressante, elle donne quelques pistes, et aussi un lexique assez bien pour les personnages pour les personnes qui ne sont pas forcément très au courant de ces choses-là pour commencer à aborder cette question. Mais voilà, la conclusion de l'étude étant, waouh, en France on est vraiment très très en retard, et forcément la réponse c'est, l'explication de tout ça, c'est que les médias français sont très conservateurs, et qu'il y a notamment beaucoup de chaînes de télévision et d'associations de protection de l'enfance notamment qui font un blocage total pour les personnages queer. Aussi intéressant, dans la continuité, il y a eu un petit article de Tétu, enfin le site internet Tétu Connect, sur les représentations queer, cette fois-ci donc queer intégrant toutes les identités LGBTQ+, dans l'animation, avec quelques interviews, notamment de Claire Lefranc, qui est une des membres des intervalles, qui là du coup revient plus sur les contraintes économiques et la difficulté en tant que personne queer de travailler dans l'industrie et de porter ses histoires et dans l'écriture de ses personnages. Il revient sur les mêmes questions, c'est plutôt toujours les mêmes explications, mais dans des médias différents, ce qui est toujours important. Donc je reviens pas particulièrement sur celui-ci. Dans un registre assez proche, sur les questions d'inclusivité dans l'industrie, il y a eu un gros communiqué de l'association, je crois que c'est une association, l'Observatoire des images, et du coup le projet Les uns les autres, avec l'aide du CNC, a mis en collaboration avec l'Observatoire des images en place un très très grand guide extrêmement complet sur comment faciliter l'inclussion des personnes handicapées dans les productions de cinéma, donc de cinéma général, et leur permettre d'avoir une meilleure place et d'être un milieu plus inclusif. Alors, c'est un dossier qui est très long, qui est extrêmement didactique, c'est ça que j'ai trouvé, genre c'est hyper bien mis en page, c'est hyper clair, ça revient en 30 petites parties sur comment à chaque étape du recrutement, de la mise en place, des installations, de la communication, du lexique à utiliser et des aides sociales pour aider à l'intégration des personnes handicapées dans le milieu du travail. Et c'est vraiment très très bien. C'est un excellent outil qui revient sur l'urgence d'avoir des installations adaptées aux personnes handicapées et aussi sur l'absolue absence de représentation du handicap dans le cinéma général, mais spécialement dans le cinéma d'animation. On a tendance à esthétiser et retirer toute chose perçue comme non vendable et non désirable des personnages, et donc malheureusement, dans la société actuelle, ça veut dire retirer le handicap des gens, quoi. Et c'est un peu terrible. Donc voilà, ça commence par des chiffres assez simples qui sont 16% des Français françaises sont handicapés, pourtant 0,6% des personnes apparaissant à la télé sont perçues comme étant handicapées. Donc vous voyez qu'il y a quand même un petit décalage. Parmi elles, 67% sont des hommes et 90% sont perçus comme blancs, donc évidemment on revient dans les stéréotypes de représentation habituels dont on a l'habitude. Donc voilà, l'étude est vraiment à destination des entreprises. Si vous dites que je radote beaucoup là-dessus, c'est quand même que les chiffres sont vraiment extrêmement importants, et que c'est puisqu'il y a ces études, parce que les choses sont chiffrées et répétées encore et encore à toutes les personnes, que
Là, depuis quelques années, on arrive à avoir une évolution des choses. L'association qui a monté ça, l'Observatoire des images, c'est une association qui bosse depuis 15 ans, notamment je vous ai dit que le CNC avait créé aussi un observatoire de la parité, et en fait c'est puisqu'il y a ces choses qui existent, et dans la loi, on commence à acter des choses pour qu'il y ait des quotas de la discrimination positive et une meilleure intégration de toutes les personnes, et de lutter activement contre la discrimination, qu'on commence à avoir un minimum de choses qui se font. Ah, du coup, je vais pas arrêter de vous saouler avec ça, hein, vous inquiétez pas, je ne lâche rien. Et c'est dommage parce que c'est des choses que je vois quand même très rarement discuter. Ensuite, alors ça, on va rester encore un peu sur le milieu du travail s'améliore lentement mais sûrement. C'est l'AGRAPH, donc l'association pour les auteurs graphiques française, qui a, en collaboration avec le syndicat des producteurs indépendants, Anime France, la Guilde des scénaristes, la SACD et l'Union des réalisateurs et réalisatrices, a signé un gros accord, qui est le suivant. C'est un accord pour mieux intégrer les travaux de scénario et d'écriture autour des films. L'accord est assez long, et pour vous résumer ça, parce que vraiment la graphe a dit c'est quelque chose de très historique, c'est notamment la mise en place d'un lexique, de vraiment les bons termes, qu'est-ce que c'est un pitch, qu'est-ce que c'est qu'un développement, qu'est-ce que c'est qu'un arc narratif, qu'est-ce que c'est ce genre de choses. Ça vous paraît très anecdotique, mais en fait, au contraire, c'est extrêmement important, parce que quand une chose n'est pas qualifiée dans un lexique comme étant une tâche qui mérite un certain temps et une certaine rémunération, ça devient flou, et quand ça devient flou, bah vous êtes auteurice avec ce flou, et en face vous avez une boîte de production qui a du flou, mais un service, mais un service légal, et du coup ce flou, il a tendance à pas vous arranger. Donc c'est vraiment très bien qu'on mette des mots sur les choses. Et aussi a été mis en place des minima de rémunération qui sont évolutifs, c'est-à-dire que sur les années prochaines, ils vont augmenter. Alors j'imagine que ça a été calculé avec l'inflation. Donc là, par exemple, si vous faites un scénario de 7 minutes, vous êtes rémunéré 2160 € en 2023, puis 2300 en 2024, puis quasiment 2400 en 2025, et ainsi de suite. Alors c'est très important d'instaurer des minima sociaux pour des tâches. Malheureusement, dans le travail créatif, c'est des choses qui sont rarement abordées, mais qui doivent être faits. Du coup, c'est cool que ce genre de choses se mettent en place. Il y avait aussi des trucs intéressants sur le fait d'être des garanties pour, même si on quitte le projet, d'être payé une partie de notre tâche, et aussi comment se fait la répartition du prix que vous êtes payé quand vous livrez un scénario, avec du coup 10% qui sont donnés quand vous signez le contrat, 20% quand vous livrez le synopsis, 30% quand vous livrez le séquencier, qui est plus proche du script, et la continuité dialoguée, vous touchez les derniers 40%. Donc ça veut dire que vous, dans votre travail, vous êtes payé petit à petit, plutôt que généralement tout à la fin. Parce qu'il y a malheureusement des choses qui se font, par exemple en édition, vous êtes payé avec une avance sur paiement, et donc on vous paye la moitié au début, du coup ça vous arrange, et souvent la moitié à la fin. Ça peut être difficile quand vous avez des factures à payer chaque mois, d'être dans du 50-50, niveler ce genre de choses, ça permet. Donc voilà, si vous êtes scénariste, si vous êtes auteurice littéraire de projets d'animation et de cinéma, les choses s'améliorent pour vous un petit peu. Malheureusement, j'ai pas la connaissance pour vous dire si c'est extrêmement significatif ou pas, donc je vais m'en remettre au jugement de la graphe qui était très content d'avoir pu mettre en place cela. Ensuite, on reste dans mon leitmotiv préféré, qui est de il n'y a pas assez de bons films, je vais vous donner des plans pour faire des films. Mais vraiment, il faut que vous fassiez des bons films. C'est une nouvelle résidence, même chose, qui a été très peu partagée, où je vais vous la partager moi ici. C'est la résidence Animation 3 au Cube, je ne sais pas comment ça se lit, qui a été créée par le pôle Magélis et la région Charente en France, le film Foi de Luxembourg pour le Luxembourg, et Wallimage pour la région Wallonie. En Belgique, c'est un projet de résidence avec une bourse de 3000 € pour réaliser un projet d'animation, enfin développer un scénario d'animation, qui auront du coup 3 semaines ainsi que 3000 € pour développer leur projet. L'étude est ouverte à toutes les personnes francophones et qui veulent développer de l'animation. Aussi préciser que ça doit être une phase de démarrage et pas une phase de réécriture. Du coup, si vous avez déjà un projet assez avancé, ça ne nous concerne pas forcément. Si vous êtes intéressé, je vous encourage beaucoup à envoyer votre projet maintenant. Donc voilà, vous avez jusqu'au 1er septembre 2023, comme le Cartoon Spring Award, pour envoyer votre projet d'écriture. Mais c'est la première année que cette résidence existe, donc je pense que c'est pour ça qu'elle n'a été relayée que par pas grand monde. Moi je l'ai vue via, je crois, le pôle Image Magélis.
qui est le pôle qui régit la région, pas la région Charente-Maritime, mais qui régit une partie de l'animation sur Angoulême. Donc voilà, Résidence Cube. Ensuite, les petits événements professionnels. La semaine dernière, je vous ai fait un dossier sur comment s'intégrer dans la recherche d'emploi en animation, et j'avais oublié de vous faire quelque chose, vous parler de ce groupe-là, qui s'appelle Bring Your Own Animation, en anglais, je ne sais pas pourquoi c'est en France, qui veut dire amener votre propre animation, mais BIOA, Bring Your Own Animation Paris et Montpellier. Cette fois-ci, on parle de Paris. C'est une rencontre professionnelle mais informelle où vous ramenez vos derniers travaux en animation et vous allez discuter avec d'autres personnes qui font de l'animation. C'est l'occasion de rencontrer plein de gens qui sont du métier de manière informelle. Ce n'est pas du speed dating, ce n'est pas de la présentation de portfolio, mais c'est une rencontre qui est généralement mensuelle ou bimensuelle. Il y en a beaucoup à Paris et il y en a quelques-unes à Montpellier, j'ai pu voir également. Et voilà, ça se passe dans un bar, donc je pense que dans la grande tradition de l'animation, tout le monde boit des coups en même temps qu'on parle des prochains films stylés à faire. Mais ça peut être un événement. Et du coup, voilà, la rencontre de ce mois-ci, et qui sera la dernière de l'été, a lieu demain à 20h au bar Patrick's le Ballon Vert à Paris. Pour y participer, il faut que vous alliez sur Facebook. C'est un compte qui est public. Il faut juste envoyer une petite demande d'admission et vous pouvez rejoindre le groupe. C'est très rapidement, c'est un petit peu dans la continuité de quand je vous avais parlé du guide de l'éco-production. Il y a récemment l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles, quelque chose d'institutionnel que je ne connaissais pas du tout, mais qui a remis le prix IFKIC, du coup, pour le financement des industries culturelles, qui récompensait 5 entreprises ou groupes qui permettaient de développer l'industrie dans une direction positive. Et du coup, il y a deux institutions qui ont été mises en avant, qui nous concernent un peu, qui sont EcoProd, l'association de référence sur les enjeux écologiques des secteurs cinématographiques, dont je vous avais parlé, qui avait récemment donné un petit guide pour avoir des productions plus écologiques avec un bilan carbone moins élevé et des bonnes pratiques pour limiter l'impact écologique des entreprises, notamment en cinéma et notamment en animation. Et donc il y avait plusieurs partenaires français comme Timto, comme La Cartouche Verte dont vous avez parti, qui sont co-signataires et qui essaient de mettre ça en place, des études de l'impact des entreprises actuellement. Et l'autre entreprise concernée, c'est le studio d'animation Foliascope, qui est situé à Valence et qui est, je crois, aussi concerné par l'initiative Cartouche Verte, qui a été sélectionné pour justement cette démarche technique et artistique pour limiter l'impact environnemental et climatique des entreprises. Je ne savais pas que c'était une entreprise qui était très engagée là-dedans, notamment parce que c'est aussi une entreprise de stop motion, donc j'imagine qu'il y a des choses qui ont été mises en place pour limiter, j'imagine par exemple le chauffage, ou bien la climatisation, probablement l'isolation des bâtiments, et généralement pour la stop motion il y a aussi le parcours des matériaux et le traitement des produits toxiques qui peuvent être utilisés. Donc voilà, je ne savais pas, mais Foliascope est apparemment une référence en termes d'écologie dans les productions. Voilà. Ensuite, je ne vais pas en parler en longueur parce que c'est quelque chose sur lequel je suis très ignorant, mais j'avais quand même envie d'en parler parce que c'est quelque chose que je vais traiter l'année prochaine. C'est le CEE. Le CEE, c'est Animation Forum. C'est un grand rassemblement qui a lieu en Europe de l'Est. C'est le Cartoon for Eastern Europe, donc Europe de l'Est. C'est l'équivalent de ce que nous, on a le cartoon en France. Vous avez parlé du Cartoon Forum, ou du Cartoon Springboard, ou du Cartoon Movie. Et bah là, c'est l'équivalent en Europe de l'Est, mais qui se passe du coup en République tchèque en novembre prochain, qui existe depuis 11 ans, et qui est en fait un grand rendez-vous des producteuristes et réalisateuristes d'animation d'Europe de l'Est pour continuer à développer l'industrie, pour continuer à faire des projets, pour continuer à développer ce genre de choses. Et les grosses nouveautés de cette 11e édition, c'est qu'il y a eu la mise en place d'un marché de l'animation qui est l'équivalent du MIFA ou du marché dont vous avez parlé pour le festival de Clermont-Ferrand. C'est encore plus de rencontres professionnelles, c'est très important parce que comme c'est des plus petits pays, notamment on peut citer la Pologne, la République tchèque, la Slovénie, ont besoin de développer, mais on a souvent des collaborations internationales européennes, comme je vous avais dit, notamment pour les longs métrages qui ont besoin de ressources assez importantes.
Et du coup, c'est très très bien que ce genre d'événement puisse avoir lieu. Alors, ça n'a ouvert qu'à un certain nombre de pays, du coup, je verrai les informations que je peux en retirer moi. Et ce qu'ils ont aussi annoncé là récemment, c'est leur première sélection de projets. Alors, par différence avec les événements cartoon en France, celui-ci rassemble tout type de formats, c'est-à-dire qu'il y a du long métrage, du court métrage et de la série. Du coup, sont disponibles sur leur site tous les films et formats qui vont être présentés, et je n'avais pas remarqué qu'il y a par exemple quelques représentants, il me semble français, Stéphanie Launay et Joachim Hérissé, parce que je reconnais les poupées stop motion de Écorché, un court-métrage de Comedy Studio, du coup j'imagine qu'il y a quand même une petite présence française là-bas, mais c'est vraiment intéressant que ce genre d'événement puisse avoir lieu, surtout qu'en France on a une toute petite présence du cinéma de l'Europe de l'Est, que ce soit dans les sorties long métrages ou dans les petits courts-métrages qui arrivent en festival. Du coup, c'est cool que ça se développe. Ensuite, je vais parler d'une petite étude un petit peu intéressante. C'est juste quelques chiffres qui m'ont intéressé justement parce qu'on parlait d'animation. Le Centre national du livre et le CNC ont fait une petite étude sur les adaptations cinématographiques d'œuvres littéraires. Et le chiffre qui est apparu de manière très intéressante, c'est que en France, le genre le plus adapté, c'était les romans jeunesse et en animation. Je me demandais souvent pourquoi on voyait toujours les mêmes histoires dans l'animation, surtout l'animation jeunesse. Et en fait, c'est que dans l'animation jeunesse, il y a énormément d'adaptations, donc prouvées par cette étude. Ça s'explique parce que l'étude met en avant plusieurs éléments sur le fait qu'on ait plusieurs adaptations. C'est de un, vous avez un style graphique qui est déjà mis en place. De deux, vous avez déjà une reconnaissance publique, parce que généralement, s'il y a un petit livre, le Petit Prince, et ben, ça sera plus simple d'amener les enfants ou de vendre le film à un public familial. Mais il y a aussi une vraie prudence du marché de l'animation qui est extrêmement cher. On le rappelle que des longs métrages d'animation sont généralement plus chers que leur contrepartie en live. Le recours à de l'adaptation pour avoir déjà un scénario, un script et un public en place est encore plus fréquent que dans des formats et des techniques moins chères. Du coup, c'était assez intéressant de voir ça, notamment que la jeunesse et la bande dessinée étaient déjà spécialement adaptées en France. Les points qui mettaient en avant, c'était qu'il y avait un gain de temps pour la mise en place, qu'il y avait une notoriété éditoriale qui profitait à la visibilité du film final, même si les films Astérix ne sont pas tous génialissimes, l'a prouvé la dernière adaptation live, les gens iront quand même voir un petit peu Astérix parce que c'est quelque chose à laquelle ils ont souvent des souvenirs associés, et en plus c'est intéressant pour les idées théoristes originales des œuvres, parce que quand vous vendez un film, il y a aussi des gens qui reviennent vers l'œuvre originale et ça vous permet de faire des ressorties. Voilà. Ensuite, je voulais parler un peu des sorties que j'avais pas traitées ici et des choses intéressantes qui m'ont tapé dans l'œil. On en avait parlé un tout petit peu dans le dossier sur Annecy. C'est enfin sorti. Il y a l'anthologie de courts-métrages afro-futuristes Kizazi Moto Generation Fire qui est sortie sur Disney+. Dans 10 courts-métrages afro-futuristes, du coup c'est intéressant à des thèmes de science-fiction et de fantastique, dans des cultures africaines et aussi produits par des studios africains, du coup dans différents pays et par plusieurs autoristes. Mais c'est vrai que ça a fait beaucoup de bien, je vais vous montrer les quelques images ici. Déjà c'est extrêmement qualitatif visuellement, on voit qu'il y a beaucoup de techniques qui sont différentes qui sont utilisées, mais aussi que le budget Disney, je pense, a fait beaucoup de bien, et on sait que la plateforme Disney+, c'est aussi quelque chose qui a beaucoup de visibilité internationale. Du coup ça va vraiment pouvoir mettre en valeur ce savoir-faire de manière internationale, et j'espère faire un gros coup de pouce aux plusieurs industries naissantes en Afrique, Nigeria, Cameroun, Afrique du Sud principalement. Et voilà, c'est des petits courts-métrages, mais on a plusieurs approches différentes qui sont assez intéressantes. C'est disponible dès à présent sur Disney+, donc n'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse. Également, je voulais une petite nouvelle qui fera plaisir à certaines personnes présentes ce soir, c'est qu'il y a une adaptation qui est prévue pour les carnets de l'apothicaire pour octobre prochain. C'est l'histoire très touchante d'une jeune fille qui est apothicaire et herboriste qui intègre la cour, euh, la cour du seigneur local et qui doit devenir à la fois guérisseuse mais aussi qui est mêlée à toutes les intrigues politiques locales. Et c'est hyper marrant parce que elle est extrêmement excentrique, elle est complètement à l'ouest dans ce qui est des codes sociaux parce qu'elle a été
Elle vient de classe assez pauvre, elle a été récupérée par un des personnages justement parce qu'elle bossait dans le quartier des plaisirs. Et du coup, d'un coup, elle est propulsée dans ce monde tout à fait. Là, là, elle a goûté, elle dit, c'était du poison. Parce que c'est un petit gimmick du manga que elle est absolument folle de poison et elle doit goûter absolument tout avant que la dame dont elle fait l'assistance les goûte pour justement la protéger de tentatives d'assassinat. Voilà les carnets de l'apothicaire. C'est assez joli en plus. C'est un beau mélange de plein de styles. C'est à la fois du roman historique, c'est à la fois une tranche de vie assez sympa. Et je trouve que justement l'héroïne est hyper intéressante à suivre justement pour ses petites bizarreries et son côté excentrique. Et en même temps, elle est hyper alerte sur plein de choses humaines et de codes sociaux que n'ont pas du tout les gens de la cour. Du coup, le décalage marche vraiment hyper bien. Mais ce sera l'occasion pour plein de personnes de découvrir cette très bonne saga. Et puis, voilà, c'est à peu près tout. En fait, le reste de l'été va être très calme. Donc je vous ai préparé une petite sélection de choses un peu intéressantes au cas où je ne reviens pas à cette antenne pour vous en parler. Je vais vous montrer les images de Robot Dreams de Pablo Berger, qui s'appelle Mon ami robot maintenant en français, qui a une date de sortie qui est prévue pour octobre ou novembre en France, il me semble, qui a eu le prix du jury à Annecy, qui avait été en sélection à Cannes, et qui parle du coup de l'amitié entre un chien un peu déprimé et le robot qui rentre dans sa vie. J'avoue que je ne me suis pas spoilé beaucoup plus de choses, donc je découvre les images en même temps que vous. Il y a un style très mignon qui s'est mis qui est en place. J'aime beaucoup le trait. C'est un peu rétro, mais vraiment joli. Est-ce que ça se transforme en heure très rapidement? C'est heure, mais avec l'amitié à la place de l'amour. Et peut-être pas la voix de Scarlett Johansson pour le robot. Ah, remarque, il y a ce petit... Est-ce que on revient? On va faire du vrai travail de journaliste. On va voir si dans le petit flash final... Est-ce que j'ai vu ce que j'ai vu? L'homme qui aime la fanfiction en moi a vu ce plan. Et on sait tout ce qui se passe ici, dans cette amitié entre un chien et un robot. Avoir le petit doigt qui glisse sur le petit doigt d'une autre personne, c'est plus que de l'amitié, je vous le dis. Bon bref, j'en sais absolument pas. Mais vraiment très beau. Ok, hyper motivé. Aussi la grosse sortie qui est pas pour cette semaine, mais qui est pour dans les prochaines semaines. Et je pense pas être à cette antenne d'ici, mais un film pour lequel je suis motivé à n'en plus finir, c'est le film The First Slam Dunk de Takehiko Inoue. Je présente Slam Dunk parce que malheureusement, étonnamment, c'est une saga qui est pas hyper connue en France, alors que c'est cultissime au Japon. C'est le manga de sport euh, absolument culte au Japon par Takehiko Inoue sur un groupe d'étudiants de lycéens, il me semble, qui se mettent au basket et qui essaient de gagner le tournoi. Alors jusqu'ici, ça paraît hyper classique, sauf que c'est le manga qui a vraiment tout codifié, qui a créé des archétypes de personnages et qui, avec le dessin mais exceptionnel de Inoue, apporte une physicalité et une tension incroyable, et notamment des Inoue hyper fort en écriture de personnages, je trouve. Et ce qui est assez fou, c'est que lui, qui est un excellent dessinateur à la plume et mangaka à la base, a décidé de prendre la responsabilité de devenir le réalisateur du film. Et le choix, comme vous le voyez, le choix graphique a été d'utiliser la 3D. Ce qui se comprend parce que Inoue est connu pour son style vraiment hyper réaliste, de très bonne qualité. Hein. Vraiment, c'est un dessinateur absolument fou. Là, vous pouvez voir, c'est probablement lui qui a fait cette affiche. Comme le dit Souhait, tous les gens qui l'ont vu dessus m'ont dit qu'il était dingue. Je n'ai absolument aucun doute là-dessus. J'ai vu des retours sur les avant-premières qu'il y avait eu au Grand Rex également, où tout le monde disait que c'était absolument fantastique. Ça a été un énorme succès au box-office japonais. Je trouve aussi que c'est vraiment l'occasion de découvrir cette saga pour plein de personnes. J'espère que ça aura une grosse distribution en France. Et voilà, pour toutes les personnes qui ont un peu peur de se lancer dans le manga, qui je crois est assez long, vous pouvez y aller. Moi j'avoue que de Inoue, je n'ai pas lu Slam Dunk, j'ai lu l'intégrale de Vagabond et j'ai lu quasiment tous les tomes de Reel, un autre manga sur le basket qu'il a fait après. Et bon, je vais complètement y aller à l'aveugle parce que je sais que ça va être un excellent film. Donc j'ai pas trop de doute là-dessus. Et ensuite, les petites sorties d'été au cinéma, dont
Je les cite ici parce que c'est mon métier de les citer ici, mais voilà. C'est le 2 août, un nouveau film pour enfants, Magic, de Caroline Origer, qui est un film jeunesse sur des faits. Ça a l'air d'être très jeunesse, c'est du 3 ans et plus, du coup, je ne sais pas trop, mais peut-être que si vous êtes fan de... Je ne crois pas que ce soit une adaptation même, du coup, voilà, emmenez peut-être votre famille voir Magic, quoique le Karam Design ne dit absolument rien de bon. Le 2 août aussi, nous avons la sortie du film Détective Conan, le sous-marin noir, qui était en avant-première à Annecy, qui a eu des retours plutôt positifs, me semble-t-il. Alors, une sortie Détective Conan, c'est pas le truc qui me motive le plus, parce que Détective Conan, c'est une saga de manga aussi qui dure depuis, je pense, proche de 30 ans, qui sort toutes les semaines au Japon. Ça suit les aventures de Conan, enfin de Shinichiro? J'ai plus le nom du personnage principal. Du coup, un gamin, un adolescent fan de romans littéraires et d'enquête, qui est consultant pour la police, comme sont tous les personnages de films policiers, et qui malheureusement un jour est empoisonné par les hommes en noir qui le transforment, par un poison qui le transforme en enfant, et du coup il se fait passer pour mort et devient le cousin fictif du personnage de base, et prend le nom de Conan en référence à Conan Doyle évidemment de Sherlock. Et donc voilà, c'est des enquêtes. C'est que des histoires d'enquête depuis 30 ans. Et c'est un peu comme Lupin 3, c'est complètement une institution au Japon. C'est le Simpson, pour nous ce serait le plus bel de la vie, quoi. C'est des sagas, bon, la qualité variable, mais qui font partie du paysage culturel depuis tellement longtemps qu'elles ont eu le droit des sorties. Et là, du coup, c'est la dernière sortie récente du Sous-marin noir. Je ne sais pas exactement la spécificité de celui-ci. J'avoue que si les Lupin 3 ont un peu un truc sympa de sortir à chaque fois, parfois des nouveaux styles graphiques, et parfois de s'aventurer sur d'autres personnages comme Gaimon ou comme le samouraï ou comme Fujiko Mine, Conan reste toujours hyper centré sur son personnage principal et avec un style graphique qui est quand même assez standardisé maintenant. Du coup, voilà. Bon, j'ai quand même eu des retours positifs. Je contextualise un peu le film avec mes connaissances, mais voilà, film policier familial avec un petit gamin astucieux qui explique la vie aux gens. Et le 9 août prochain, il y a aussi le long métrage Ninja Turtles. Ah non, pardon, Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Le nouveau long métrage d'animation sur les Tortues Ninja. C'est le lancement encore une nouvelle saga, encore un nouveau reboot. On a eu beaucoup d'adaptations des Tortues Ninja ces dernières années. Autant que je sache, il y en avait pas c'était pas extrêmement qualitatif, hein. Celle-ci a au moins pour elle une approche un peu plus ado, qui est sympa de voir des tortues vraiment ado, glandeuses, qui essaient un petit peu de faire leur vie comme elles peuvent, et un très beau style graphique, évidemment très inspiré de la direction artistique qu'il y avait eu sur les films Spider-Man, Spider-Verse récents, avec une 3D, 2D extrêmement dynamique. On attend de voir, j'ai eu plutôt des échos positifs. Moi je crois que ça restera un film grand public sympathique d'action. Comme je vous le disais, ça va être la fin des actus. En été, il y a beaucoup moins d'actus. Donc je vais pas gratter les fonds de tiroir et vous faire des actus inintéressantes. Et puis moi ça va me permettre de me reposer un peu, de faire un petit peu de recherche pour les streams suivants. Voilà, le projet de Parallax prend un peu forme depuis quelques semaines. On a une petite quarantaine de vidéos sur YouTube, on a pas mal de posts Insta qui sont... J'ai eu des retours positifs dessus, d'ailleurs merci beaucoup à toutes les personnes qui ont partagé quand j'ai lancé ça et qui ont permis à que d'autres personnes découvrent. Ça me fait très très plaisir et j'espère que c'est utile pour beaucoup de monde. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont venues me remercier directement parce que en vrai c'est assez dur de se tenir au courant de tout en animation. Et du coup, pour moi, c'était important que les gens soient tous bien informés, connaissent toutes les ressources et soient à la page, parce que c'est un milieu qui évolue très vite. Et il y a aussi plein d'actions politiques en cours qui, pour moi, sont très importantes et méritent d'être relayées. Donc, je suis assez content d'avoir mis ça en place. Vous êtes pas mal de monde à m'avoir dit que ça vous était utile, du coup, je crois que c'est une affaire qui marche, principalement. Perso, mon programme pour l'année prochaine, je l'ai à peu près fixé. Déjà, il y aura des émissions un peu moins souvent. Il y aura plus d'émissions comme celle-ci ce soir avec juste les actualités et un peu de discussion sur un micro-truc. Genre une micro-sortie, juste un petit court-métrage ou un petit sujet sur lequel je voulais parler un petit peu plus longuement. Parce que je me suis rendu compte que les émissions très longues, ça vous fatiguait. Et qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient obligés de partir parce que les émissions duraient extrêmement longtemps.
Et voilà, et du coup le programme de l'année prochaine, ce sera des émissions qui normalement resteront toutes les semaines, mais qui seront plus courtes pour être un peu plus digestes. Et dégager ce temps-là de pas créer des dossiers pour chaque émission, ça me permettra de faire des dossiers beaucoup plus qualitatifs et un peu plus recherchés, parce que comme je faisais des dossiers chaque semaine, il y a des fois où je me suis dit, ah ça j'aurais vraiment dû l'intégrer ou dû le lire, et les dossiers étaient parfois un petit peu incomplets. Je serais intéressé d'avoir vos retours, peut-être s'il y a des personnes qui ont à la fois vu certains streams et à la fois vu certaines des vidéos montées, de savoir ce que vous préférez, parce que je considère aussi peut-être de ne plus faire les dossiers en live et plutôt faire des vidéos scriptées, plus montées, plus mises en scène, et les mettre sur YouTube à la place. Ce serait peut-être intéressant, je sais pas en termes de temps si ça me prendrait plus ou moins de temps que de faire les émissions pour le live. Mais voilà, comme c'est le début, je suis un peu flexible sur les choses qui vous intéressent, parce que je suis quand même conscient que que même monter, c'est des émissions qui durent 1 heure et quart, parfois 1 heure et demie, sur des sujets qui sont parfois un peu peut-être un peu trop traités dans la longueur. Donc je sais pas, ça dépend un peu de vous et de ce que vous me dites. Mais voilà. Bon, si vous avez des retours là-dessus, ça m'intéresse. Mais sinon, les gros trucs sur lesquels je veux un peu travailler dessus cet été, il y a deux grosses choses que j'aimerais faire l'année prochaine, et je pense que ce sera un peu le pitch de cette saison 2 de Parallax. Je pense une grosse émission par mois sur structurellement le milieu de l'animation, comment il fonctionne. Je pense me caler un peu sur le programme scolaire de l'année avec la rentrée en septembre, et une fois par mois faire une grosse émission bien travaillée pour aider les personnes en études à vraiment se familiariser et vraiment comprendre les enjeux principaux de l'animation. Écoutez, petit bilan de de ces 8 premiers mois de stream et de Parallax. Je suis assez content. C'est quelque chose qui est plaisant à faire, qui prend pas mal de mon temps personnel, mais que je prends beaucoup de plaisir à faire. Mais vraiment, au fur et à mesure que je le faisais, je me suis vraiment rendu compte que c'est plutôt ma vibe de parler vraiment d'un truc spécialisé et d'en parler bien, plutôt que de parler de trucs très généralistes et de me perdre un peu entre critiques, commentaires, blogging, drama. J'ai l'impression que ça a pris une forme bien. Très content que Elliot ait accepté de commencer à monter ses émissions ensemble en fin d'année 2022. C'est quelque chose qu'on a monté tous les deux vraiment de manière un peu évolutive, de manière un peu expérimentale, ce stream. Enfin, cette émission. Je sais qu'Eliott est un petit peu moins là ces derniers temps, mais elle sera vraiment présent à des émissions clés dans l'année. Et justement, je pense qu'elle apportera vraiment son hyper attentivité sur l'écriture et la mise en scène. C'est vraiment quelque chose qui est hyper fort chez Elliott. Vraiment, moi j'ai la chance de lire ses textes de critique en avant-première, et c'est vraiment béton. Genre vraiment, je suis en train de me dire, faut pas que je fasse de la critique si s'il y a des gens qui sont si doués que ça pour ça. Et du coup, je suis content aussi parce que ça permet de moi d'avoir une personne hyper au taquet sur ce genre de sujet. Et puis moi aussi de me faire plaisir dans les trucs qui m'intéressent plus de la recherche, les enquêtes, sortir ce genre de trucs. Donc j'espère que ça vous intéresse. Tous ces streams et tout ce travail de recherche, il prend vraiment du sens par votre présence ici et par vos retours, quoi. Ça a de l'importance parce que j'ai l'impression que ça aide un peu des gens à se repérer, à découvrir des trucs, à comprendre des choses un peu qu'on nous dit pas assez, justement dans le circuit médiatique, dans les écoles et même sur les lieux de travail. Il y a plein de choses qui sont tabous ou pas du tout abordées, et j'espère pouvoir les aborder ici de manière vraiment plus libre. C'est quand même vraiment ce que permet le web, et c'est vraiment ma conviction personnelle, quoi. Aussi sur ce sujet, sur l'inclusivité, c'est vraiment quelque chose que je me suis pris un petit peu en pleine tête quand on a commencé à en parler plus vers novembre-décembre. Je pensais être très à la page et très hippie hop, je suis cool, je suis un bon allié et tout. Et vraiment, je me suis rendu compte que j'avais du mal à m'exprimer dessus, à parler des choses bien, à utiliser les bons termes. Et donc j'espère que le petit travail que j'ai fait ces derniers mois pour vraiment bien adresser ces problèmes, utiliser les bons termes, relayer des personnes concernées, tout ça vous plaît. Je pourrais jamais prendre la place d'une personne concernée, je pourrais jamais être expert sur la question. J'espère que la manière dont j'en parle vous plaît, et que si vous êtes concerné, ça vous conforte un peu dans l'idée que il y a des chemins possibles, il y a des films qui existent, et il y a ce genre de choses, parce que moi, tout ce que je veux, c'est que moi, je suis un babacool, j'ai envie, je suis pas dans l'animation pour rien, j'ai envie que tout le monde s'entende bien, j'ai envie que les gens s'amusent, j'ai envie que
tout le monde puisse parler des histoires actuelles et modernes et de plein de personnes différentes. Et même moi, sur le côté artistique, je trouve qu'il y a un vrai problème d'entre-soi et de répétition des mêmes histoires constantes en animation, et que la solution est évidente, c'est d'avoir des autoristes et des réalisatrices plus divers qui viennent apporter de nouvelles visions, apporter des nouvelles histoires, transmettre des nouvelles idées, parce que les idées principales du cinéma d'animation actuel, on les a compris, quoi. Ou au moins la différence, parce que je suis un chien dans un monde de chats, c'est pas suffisant, quoi. Il faut vraiment adresser des problèmes modernes et actifs, et c'est pas en se perdant dans les métaphores qu'on fera avancer les choses. Bref, c'était le petit mot que je voulais dire là-dessus. Et ben voilà, j'espère que ces quelques mois de stream vous ont plu. J'espère vous retrouver à mon retour en août. Normalement, l'année prochaine, on aura encore plus d'émissions cool. J'aimerais avoir Elliot dans plus d'émissions. Ça me ferait très plaisir, et je pense que ça lui ferait très plaisir aussi de venir vous parler, parce que on en discute ensemble tous les deux, et vraiment ces streams, c'est un grand plaisir. Et c'est aussi un bon moment de retrouvailles pour nous deux, parce qu'on n'habite pas au même endroit, et donc c'est un moment très cool pour nous, à la fois de faire l'écriture et à la fois de se retrouver ici avec vous. C'est quelque chose de très chaleureux. Passez un bon été. On se retrouvera fin août, début septembre pour plein de nouvelles et belles choses. On vous parlera de toutes les sorties, toutes les actualités, toutes les bonnes choses à savoir pour voir de belles choses, lire de belles choses et faire encore plus de belles choses. C'est vraiment ça l'émission de notre émission. Et aussi vous parler de la vie active d'artiste, et vous parler de qu'est-ce que c'est qu'être artiste sur le web, qui sont mes leitmotivs à moi. Donc voilà, j'espère vous retrouver nombreux et nombreuses. J'espère que vous allez vous reposer cet été, que vous allez voir des belles choses, lire des belles choses et faire plein de belles choses. Je vous fais des gros bisous Twitch. À bientôt.